Merci beaucoup, monsieur le porte-parole de la MINUSCA. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Merci d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour cette conférence de presse. Vous le savez, j'ai pris officiellement fonction comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA le 1er mars 2019, après ma nomination par le secrétaire général des Nations Unies le 6 février 2019, immédiatement après la signature de l'accord de paix. Donc j'ai été nommé le 6 février, le même jour de la signature de l'accord de paix, quelques heures juste après la signature, pour marquer toute l'importance que le secrétaire général des Nations Unies accorde personnellement à la situation en République centrafricaine et pour marquer aussi sa volonté d'accompagner la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation. J'ai voulu ce matin revenir sur le travail mené ces 4 derniers mois avec mes collègues de la MINUSCA, avec le leadership de la MINUSCA, le représentant spécial adjoint, Kenny, qui est à ma gauche, chargé des affaires politiques, la représentante spéciale adjointe, également Mme Denise, chargée des affaires humanitaires et coordonnateur résident du système des Nations Unies, avec le général Balla Keïta, qui est le commandant de la force, le police commissioner qui est en déplacement à l'intérieur, qui commande la police, et dont son adjoint est là, et le chef de cabinet, chief of staff, et d'autres collaborateurs qui sont dans la salle. Donc j'ai voulu ces échanges ce matin pour vous faire le point un peu sur ce que nous avons fait depuis que je suis arrivé. Cela fait 4 mois et demi à peu près, en application du mandat de la MINUSCA, un mandat qui est défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies et que nous mettons en œuvre au quotidien. Mandat que je peux très rapidement résumer, parce que c'est important chaque fois de rappeler le mandat. Parce que parfois on parle de la MINUSCA fait ceci, ne fait pas cela. Mais la MINUSCA, tout ce qu'elle fait, elle l'inscrit dans le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers une résolution 2448. Si vous allez sur le site des Nations Unies, vous cliquez résolution Conseil de sécurité 2448, vous verrez les nombreuses pages de cette résolution. Quand vous lirez cette résolution, vous saurez exactement quel est le mandat de la MINUSCA. Et donc, l'action de la MINUSCA doit être jugée au regard du mandat qui lui est confié par le Conseil, et non au regard de la perception que telle ou telle personne peut avoir de ce que doit faire la MINUSCA. Alors, je vais très rapidement résumer les termes du mandat de la MINUSCA. Premièrement, aider à créer les conditions politiques, les conditions sécuritaires, institutionnelles, qui permettent de réduire durablement et même d'extirper ultérieurement la présence des groupes armés et la menace que ces groupes constituent. C'est essentiel d'insister sur ce point. D'assurer la protection des populations civiles sans préjudice de la responsabilité principale des autorités centrafricaines, parce que la protection des populations centrafricaines incombe d'abord et avant tout aux autorités centrafricaines. Dans tous les pays du monde, que ce soit en Centrafrique, en France, au Sénégal ou ailleurs, la protection des populations, c'est la responsabilité d'abord de l'État, du gouvernement.
Ensuite, jouer un rôle de bons offices et appuyer le processus de paix, y compris tout ce qui est initié comme activité pour la réconciliation nationale, pour la cohésion sociale, également pour la justice transitionnelle. Aider aussi à la création de conditions favorables à l'acheminement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de l'aide humanitaire. Ça, c'est un point essentiel, la question de l'assistance humanitaire et de l'acheminement en toute sûreté et en toute sécurité de l'aide humanitaire. C'est pourquoi, dans les missions de maintien de la paix, il y a un leadership qui s'occupe des questions humanitaires. C'est pourquoi Denise est là, qui est représentante spéciale adjointe chargée, entre autres, des questions humanitaires. Appuyer également le processus de réforme du secteur de la sécurité et du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion ou du rapatriement. Promouvoir et protéger les droits de la personne et donner tout l'appui nécessaire à la justice nationale et internationale, à la lutte contre l'impunité pour l'état de droit. Voilà, pour ramasser le mandat de la MINUSCA. Et depuis que je suis arrivé, j'ai engagé beaucoup de rencontres et beaucoup de concertations avec des intellectuels centrafricains, à commencer par le chef de l'État lui-même, le président Touadéra, qui m'a fait le privilège de me recevoir dès mon arrivée à Bangui. Avant même d'aller à ma résidence de l'aéroport, je suis allé directement le voir au palais. Il m'a fait ce privilège. Et après le chef de l'État, j'ai engagé également des rencontres, des consultations avec les autres autorités du pays, le Premier ministre, les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, la société civile, les mouvements de jeunes, de femmes, etc. Et c'est important d'avoir eu toutes ces rencontres parce que ça nous permet de prendre un peu le pouls de la situation. Ça nous permet de mieux comprendre les attentes des différents acteurs, de mieux comprendre les préoccupations et en conséquence d'orienter nos actions. Parce que la population centrafricaine est au cœur de notre mandat. Et nous avons également effectué des visites de terrain. Parce que la MINUSCA, ce n'est pas seulement Bangui. Nous avons, en plus du bureau de Bangui, nous avons 11 bureaux sur le terrain. Et j'ai considéré qu'il était important également d'aller sur le terrain. De ne pas rester à Bangui, mais d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. J'ai fait déjà différentes visites. J'ai été à Biraou, j'ai été à Bria, j'ai été à Kagabandoro, j'ai été à Boar. Et demain, je serai à Berbérati. Le mois prochain, je ferai les autres préfectures qui restent. Avant la fin de l'année, je ferai toutes les préfectures de ce pays. Et ces déplacements permettent, comme je l'ai dit, d'écouter les populations, d'écouter la société civile, d'écouter les femmes, les jeunes, les leaders religieux, les représentants des personnes déplacées. Et de voir aussi comment la mission peut mieux agir, peut mieux les servir. Bien évidemment, l'on ne pourrait construire la paix dans l'esprit des gens, parce qu'on le dit, c'est dans l'esprit que naît la guerre. Donc c'est dans les esprits qu'il faut enlever toutes les germes de la guerre. Ça, c'est l'UNESCO.
on ne peut construire la paix dans l'esprit des gens sans que la presse et les médias n'y jouent le rôle de facilitateur, de pacificateur. Parce que la presse et les médias ont une responsabilité fondamentale dans la construction de la paix, dans la pacification des esprits et des cœurs. Comme les médias également peuvent être source de tensions, de conflits, de guerres, comme on a connu dans le monde, dans certains pays où les médias ont enflammé les situations. L'exemple de la radio de Boulexone est là. La MINUSCA ne travaille pas seulement en RCA. Le secrétaire des Nations Unies le rappelle clairement dans son dernier rapport sur la situation en République centrafricaine, en date du 19 juin 2019, que j'ai eu le privilège de présenter au Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 juin dernier. La contribution des États membres reste incontournable pour la paix, la sécurité, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, le relèvement économique du pays. Ainsi, dès mon arrivée, j'ai pris part à la rencontre d'Addis Abeba qui a réuni les 14 groupes armés et le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, rencontre qui a permis la mise en place, quelques jours après, d'un gouvernement inclusif. Ces deux organisations que j'ai citées, l'Union africaine et la CAC, sont les garants de l'accord de Khartoum. Les deux garants de l'accord de Khartoum. Je préférerais qu'on parle de l'accord de Bangui, parce que l'accord a été signé à Bangui. Bon, mais les deux se valent. Si on dit l'accord de Khartoum, tout le monde sait de quoi on parle. Mais moi, je parlerai plus de l'accord de Bangui, parce que c'est ici que ça a été signé, même si ça a été négocié à Khartoum. Donc, ce sont les deux organisations qui sont les garants de l'accord. Et ça, si vous prenez l'accord, vous lirez à la fin les signatures, vous verrez les garants, l'Union africaine, la CAC, qui est l'organisation régionale, qui regroupe tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Et donc, ces deux organisations sont des partenaires essentiels de la MINUSCA. Essentiels. Et depuis la signature de l'accord, nos trois organisations se sont rendues à plusieurs reprises sur le terrain, dans le cadre de missions conjointes dirigées par le gouvernement, pour rappeler à certains leaders de groupes armés leurs engagements et l'obligation qu'ils ont de faire cesser les violences, les violations, surtout contre les populations, les violences contre les acteurs humanitaires. Pratiquement toutes les missions que nous entreprenons, nous les faisons avec la CAC et l'Union africaine. En plus des concertations avec les États membres ici à Bangui, je me suis rendu également dans certains pays qui jouent un rôle important au plan international, notamment au Conseil de sécurité, et qui ont une présence effective également ici sur le terrain. Je me suis rendu en Russie, à Moscou, en visite de travail, en fin avril. Je me suis rendu à Paris, au mois d'avril également en visite de travail. Je me suis rendu également à Washington, le mois dernier, à la Maison-Blanche, au département d'État, pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères, de hauts responsables de la diplomatie de ces pays, avec lesquels j'ai abordé des questions ayant trait à la MINUSCA et à la situation en République centrafricaine. Il y a également les dimensions économiques et sociales de l'accord qui sont importantes
qui ont motivé également mes rencontres à Washington avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont des partenaires importants de la Centrafrique. Il fallait avec eux également partager leurs évaluations, leurs analyses de la situation. Et je compte poursuivre ces contacts directs avec les pays de la sous-région. Parce que sans l'implication effective des pays de la sous-région, il sera difficile de mettre fin au conflit. C'est naturel. La Centrafrique a des relations importantes avec le Tchad, qui est votre voisin, avec le Congo, les deux. Le Congo, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, qui joue un rôle économique fondamental, parce que l'axe Cameroun-RCA est un axe fondamental pour l'approvisionnement du pays, vous le savez, avec le Soudan. On a parlé tout à l'heure de l'accord de Khartoum, c'est-à-dire négocié avec le Soudan, avec le Sud-Soudan. Donc c'est extrêmement important la situation dans la sous-région, parce que les implications sont visibles. Une crise au Soudan peut avoir des implications directes sur la situation en Centrafrique, comme une crise en RDC, comme au Tchad. Et donc c'est important de mobiliser les pays de la sous-région. Et nous sommes en train de le faire. J'entrevois des tournées très prochainement dans tous ces pays. Parler du Gabon, qui a joué un rôle aussi historique, et qui a des rapports spéciaux, comme vous savez, avec la RCA. Nous travaillons pour que les commissions mixtes entre la République centrafricaine et ces pays puissent se tenir. Déjà, il y a eu une commission mixte au début du mois de juin, je pense, entre le Cameroun et la RCA. Il y aura durant ce mois une commission mixte entre le Congo et la RCA. Et nous envisageons les autres commissions mixtes avec le Tchad, avec la RDC qui vient de sortir d'élection. Le Soudan, vous connaissez la situation politique au Soudan qui ne permet pas pour l'instant d'aller dans cette direction. Mais nous travaillons également à mobiliser les pays de la région pour aider à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Dans un peu plus de 2 semaines, le 6 août, l'accord aura 6 mois. Comparé aux années d'instabilité et de crise qu'a connu le pays, ces 6 mois sont évidemment très courts pour espérer tourner définitivement la page de la violence dans le pays. Cependant, ce sont également 6 mois intenses qui ont permis quelques avancées dans la mise en œuvre de l'accord, avec également plusieurs initiatives des autorités. Moi, je compare toujours l'accord à un bébé qui vient de naître, qui a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On ne peut pas l'obliger à marcher ou à tenir la cuillère pour manger. Il faut le protéger, le soigner, l'aider, l'accompagner progressivement pour qu'il commence à marcher, pour qu'il commence à parler. On ne peut pas avoir un bébé tout de suite là et dire que oui, mais il faut qu'il parle tout de suite, ou il faut qu'il mange, il faut qu'il marche. Donc dans tout ce que nous entreprenons, il faut un peu de patience. Je sais qu'on est très pressé d'avoir la paix. C'est une aspiration légitime du peuple centrafricain qui le mérite, qui a droit à la paix.
On est pressé. Quand on est pressé, on marche lentement. Quand on est pressé, on marche lentement. C'est tellement contradictoire ce que j'ai dit. Mais je l'illustre par une petite chose. Un vieillard qui est pressé. Mais il se précipite, il tombe, il se casse la jambe. Donc mieux vaut qu'il marche lentement. Il va arriver vite, mais il se court, il se casse la jambe. Voilà. Il n'arrivera pas à l'heure voulue. Donc il faut être patient. Mais c'est difficile d'être patient. La patience est une qualité très rare. Très difficile d'être patient. Mais il faut l'être. Il faut apprendre plutôt à l'être. Il y a des pas qui ont été franchis dans la mise en œuvre de l'accord. Et c'est important, quand il y a des choses positives, de dire que telle chose est positive. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent jamais le positif. Qui voient que le noir partout. Rien ne marche, rien ne va. Non. Même votre adversaire, quand il fait du bien, dites que oui, mais il a fait du bien. Ça ne vous empêchera pas de continuer à le combattre. Mais s'il fait du bien, dites oui, mais ça c'est bien. Mais il faut plus. Il y a des choses qui ont été faites. Et des concessions majeures faites par le gouvernement. Quand l'accord a été signé, un premier gouvernement a été formé, qui a été contesté. Vous êtes de la presse. On apprend beaucoup de choses également en vous lisant au quotidien. Les gens ont dit non, ce n'est pas un gouvernement inclusif, c'est un gouvernement qui remet en cause l'accord, c'est une violation de l'accord. Très bien. Les deux garants. Parce que nous, MINUSCA, nous sommes facilitateurs. Il y a des garants de l'accord. Ce sont les gardiens de l'accord. Parfois, je lis dans la presse, oui, mais la MINUSCA, c'est du facilitateur, ça quoi ça? Elle ne fait rien, bon, on dit, bon, l'Union africaine, non. Il faut respecter les normes. Nous, nous sommes facilitateurs. Quand il y a des problèmes, c'est les garants qui doivent se saisir des problèmes et voir comment les résoudre. Donc, les deux garants, la CEAC et l'Union africaine, ont dit, écoutez, oui, on a signé l'accord, il y a des problèmes. À Bangui, le gouvernement qui a été mis en place a été contesté par certains signataires. Nous sommes garants, nous convions tous les signataires à Addis Abeba pour discuter. Parce que c'est ce que dit l'accord. Et certains qui ont contesté le gouvernement ont écrit à l'Union africaine pour dire oui, mais vous êtes garant, mais l'accord n'a pas été respecté. Tout ça, et c'est prévu par l'accord. Quand il y a des difficultés, des problèmes, on peut saisir les garants. C'est des dispositions qui sont dans l'accord. Et l'Union africaine a convié à une concertation à Addis Abeba du 18 au 20 mars. Concertation à laquelle j'ai eu le bonheur de prendre part. Et pendant 3 jours, le gouvernement, dont la délégation était conduite par le Premier ministre, et les chefs des 14 groupes armés se sont retrouvés au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pendant 3 jours pour discuter carte sur table. Ils sont tombés d'accord. Au retour à Bangui, un autre gouvernement a été mis en place. Plus inclusif. Donc ça, c'est important de le signaler. Gouvernement au sein duquel siègent au moins 10 ministres qui relèvent des groupes armés. Au moins. Et qui se réunissent régulièrement, qui fonctionnent. Le conseil de cabinet marche, travaille sous la présidence du Premier ministre. Le conseil des ministres se réunit régulièrement sous la présence du chef de l'État. Ensuite, les structures de mise en œuvre de l'accord ont été progressivement mises en place. Le comité exécutif de suivi de l'accord s'est réuni plusieurs fois. Ce comité exécutif est co-présidé par le Premier ministre et le représentant spécial de l'Union africaine. Il s'est réuni plusieurs fois. Dans ce comité exécutif, vous avez des représentants du gouvernement, des représentants des groupes armés, vous avez la société civile, vous avez les femmes, vous avez les partis politiques, même de l'opposition, qui y siègent. Le comité de mise en œuvre nationale a tenu sa première réunion le 14 juin.
Et les comités de mise en œuvre préfectoraux sont également actifs dans 13 préfectures. Et les comités techniques de sécurité également sont actifs dans 13 préfectures. Le dernier comité de mise en œuvre préfectorale a été installé le 12 à Boire, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, en présence de la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure commune. Réunion à laquelle a pris part un des chefs de groupes armés, M. Siddiq. Ça, c'est le dernier comité qui a été mis en place et nous travaillons pour que les comités puissent fonctionner dans toutes les 16 préfectures que compte la République centrafricaine. Ça, c'est la mise en œuvre de l'accord parce que c'est des structures qui sont prévues par l'accord. Ensuite, une stratégie nationale de communication pour faire connaître l'accord a été lancée le 15 mai dernier avec l'appui de la MINUSCA et d'autres partenaires. Et nous avons, traduit l'accord en sango. Parce que la communication n'a pas été bien menée dès après la signature de l'accord. Pour que les gens comprennent l'accord, pour savoir ce qu'il y a dans l'accord. C'est quoi l'accord? Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'accord de paix, peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu, peut-être qu'ils ne l'ont jamais lu. Ils disent l'accord c'est pas bon, mais certains n'ont jamais lu l'accord. Il faut lire l'accord. Il faut également populariser l'accord, faire en sorte que les populations se l'approprient, l'accord. Ils comprennent les tenants et les aboutissants de l'accord. Qu'ils sachent quels sont les engagements des groupes armés dans l'accord. Quels sont les engagements du gouvernement? Parce que dans l'accord, vous avez une partie où on a mis engagement du gouvernement. Le gouvernement s'engage à faire ça. Nous l'avons réduit comme ça. On pourra vous donner suffisamment d'exemplaires, c'est important. Je sais que tous vous avez lu l'accord. Je ne parle pas de vous, je parle des autres qui parlent de l'accord qui n'ont jamais lu. Les engagements du gouvernement. Le gouvernement s'engage à quoi? Et dans quoi? Quand parfois on dit oui, le gouvernement a trahi le peuple, mais d'abord lisez l'accord. Dans l'accord, dites-moi quel est le paragraphe ou l'article où le gouvernement a trahi le peuple. Nous serions heureux de le savoir, hein, parce que nous sommes intéressés aussi par l'interprétation que vous pouvez faire. Il y a une partie où les groupes armés s'engagent à faire ça. Mais ça, c'est des engagements théoriques. Mais il faut que ces engagements soient traduits dans les faits. Et c'est pourquoi nous surveillons, nous, tout le monde. Vous êtes engagé à faire ça. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, on attire votre attention sur le fait que vous avez signé, vous avez dit que vous allez démanteler les barrières. Vous n'avez pas démantelé vos barrières. Vous êtes engagé à libérer les bâtiments administratifs. Depuis 3 mois, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes engagé à arrêter toutes les taxations illégales. Depuis 3 mois ou 4 mois, vous ne l'avez pas fait. Ce rôle de monitoring, ça que nous faisons en rapport avec les garants pour obliger les signataires à respecter leur engagement. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les groupes armés. Parce qu'ils ont tous signé et pris des engagements. Je l'ai dit et je l'assume, le gouvernement a beaucoup fait dans le sens de la mise en œuvre de ces engagements. Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu dans son rapport. C'est ce que je dis, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, dites, vous avez fait quelque chose de bien, mais il faut faire davantage. Mais certains groupes armés n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, ne respectent pas leurs engagements. Et nous continuons, nous, d'user de nos bons offices et du dialogue pour les convaincre de s'inscrire dans le cadre de l'accord. C'est un travail que nous faisons au quotidien. C'est ce qui explique les différentes missions qui sont dépêchées sur le terrain.
conduite par Kenny, mon adjoint, qui a rencontré plusieurs fois Sidiki, qui a rencontré Al-Khadim, qui a rencontré Ali Daraz. C'est des gens avec qui on parle tous les jours pour attirer leur attention. Nous parlons à leurs responsables qui sont ici, à Bangui, leurs ministres qui siègent dans le gouvernement. Nous mettons la pression qu'il faut. Mais c'est ça, le processus politique. Parce que dès lors qu'on a un accord, on s'engage dans un processus politique. Cela ne veut nullement dire que la MINUSCA ne va pas user des moyens légaux que lui donne le Conseil de sécurité pour faire exécuter son mandat. Parce que dans cet accord-là, il y a une partie où les groupes et les armées et le gouvernement disent que bon, si l'accord n'est pas respecté, si tel ou tel viole ses engagements, on peut recourir à des sanctions. C'est signé dans l'accord. Eux-mêmes, ils l'acceptent, c'est eux qui l'ont signé. Mais nous n'en sommes pas encore là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre bébé aura 6 mois le 6 août. Il faut le couver. Un bébé, c'est un bébé. Il n'est pas responsable. Il faut le pousser, il faut le couver. À un moment donné, maintenant, quand il deviendra grand, quand il fera certaines fautes, peut-être que dans certaines cultures, on prendra une petite cravache pour le taper. Ça, c'est juste une image que je donne. Ensuite, comme avancé, le cadre légal et les fonds ont été mobilisés pour le lancement prochain des unités spéciales mixtes de sécurité, ce qu'on appelle les USMS, qui sont prévus par l'accord. Et l'objectif de ces USMS, c'est de contribuer à sécuriser les couloirs de la transhumance et également les sites miniers. C'est dans l'accord des USMS. Le président de la République a pris les décrets pour la création des USMS, le régime légal des USMS. Et nous sommes en train de travailler en rapport avec le gouvernement pour que ces USMS puissent rapidement être mis en place avec un calendrier. Les financements sont déjà disponibles. Ça va être une étape également importante dans la mise en œuvre de l'accord. Ensuite, la commission inclusive sur les questions de justice prévues par l'accord. Cette commission a commencé ses travaux depuis le 28 mai. Les consultations nationales sur l'établissement de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation ont été lancées depuis le 6 juin et très prochainement, certainement, la commission vérité, justice et réconciliation sera mise en place. Avec le soutien de la MINUSCA, un groupe de travail a été mis en place avec les acteurs nationaux qui ont revu le projet de loi sur les partis politiques, tel que prévu par l'accord également, et sur le statut des anciens chefs d'État. Ces projets devraient être soumis prochainement à l'Assemblée. Donc, si nous prenons en compte ce que l'accord prévoit, voilà ce que, en moins de 6 mois, nous avons fait. Récemment, vous avez suivi, certains groupes armés ont pris à leur tour des dispositions qui vont dans le sens des engagements prévus par l'accord. Comme je le dis, des gestes qu'il faut saluer. Il nous faudra tous œuvrer pour la préservation du cadre politique de l'accord, pour continuer à entretenir un dialogue franc, constructif et inclusif avec tous les signataires. Et malheureusement, nous le déplorons, nous le condamnons, les violations continuent de la part des groupes armés, essentiellement. Les tueries de Pawa, ainsi que les déclarations de certains groupes armés signataires de l'accord invitant à créer un front. Tout cela nous rappelle que le chemin vers la paix est un chemin difficile. Les groupes armés continuent de commettre des violences contre les populations civiles. La MINUSCA, comme le gouvernement, reste ferme dans notre commune volonté de ne ménager aucun effort dans la lutte contre l'impunité, ainsi que dans le renforcement des mesures de protection des civils
y compris la sauvegarde de l'espace humanitaire dont j'ai parlé. Je veux pour preuve le déploiement des forces armées centrafricaines et les progrès dans la restauration de l'autorité de l'État. Après Kaga-Bandoro, où sont retournés les FACA après 5 mois d'absence, la MINUSCA travaille avec le gouvernement pour que les FACA soient aussi rapidement déployés à Bria, où elles sont absentes. La restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national centrafricain est au cœur de notre mandat. Il faut que la présence et l'autorité de l'État s'étendent sur tout le territoire national. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut continuer à réduire la présence des groupes armés sur le territoire centrafricain. Ça, je l'ai rappelé au départ, un aspect important de notre mandat. Alors que des Centrafricaines et des Centrafricains se montrent critiques à l'égard des autorités par rapport à l'accord à cause du comportement des groupes armés signataires, c'est des critiques que nous prenons en compte, que nous comprenons aussi. Mais il faut toujours expliquer et discuter. J'appelle à ne pas céder au découragement et à soutenir l'accord et sa mise en œuvre. Un accord de paix, comme aime le rappeler le général commandant de la force, n'est pas la paix. Un accord de paix n'est pas la paix. Un accord de paix ouvre le processus qui peut être long vers la paix. Ça peut être long, difficile. Parfois on a des avancées, parfois on a des reculs. Mais il faut avoir la volonté de continuer. Il y a des accords de paix qui ont été signés dans certains pays depuis 30 ans, 40 ans. Les Nations Unies sont présentes dans certaines parties du monde depuis 40 ans, 50 ans, où il y a un accord de paix, mais ils sont toujours là, les Nations Unies, dans certains pays. Au Mali, l'accord de paix a été signé depuis presque 4-5 ans. Jusqu'à présent, il y a la MINUSMA, qui est la sœur aînée de la MINUSCA, qui est encore au Mali. Qu'est-ce qui se passe tous les jours au Mali si vous suivez l'actualité? Il y a un accord de paix qui a été signé. J'ai eu le privilège d'être témoin de la signature. J'étais ministre des Affaires étrangères du Sénégal. J'ai représenté mon président à Bamako. J'étais dans la salle quand on signait cet accord. Ça fait 4-5 ans. Cela ne justifie rien du tout. Mais c'est pour montrer que c'est un chemin escarpé, tortueux, difficile, où on fait face tous les jours à des obstacles, à des violations, qu'il faut condamner, combattre, mais il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise centrafricaine. Il faut qu'on le comprenne. Il n'y a pas de solution militaire. S'il y avait une solution militaire, le gouvernement n'irait pas à Khartoum. Les groupes armés n'iraient pas à Khartoum. Ils seraient venus à Bangui occuper le palais et s'installer, s'ils avaient le pouvoir de le faire. Si le gouvernement pouvait écraser les groupes armés, mais il ne va pas se déplacer pour aller à Khartoum ou à Addis Abeba. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise. Il faut qu'on le comprenne. Si on le comprend et si on est convaincu qu'il n'y a pas de solution militaire, on se pose la question de savoir la solution c'est quoi? Elle est politique, elle ne peut être que politique. Elle ne peut être que politique. Quel que soit le président qui sera dans ce pays demain, quel que soit le président, c'est pourquoi tous les acteurs politiques doivent comprendre l'importance de l'accord et le soutenir. Quel que soit le président qui sera là. La solution ne peut être que politique. Elle ne peut pas être militaire. Un accord de paix n'est jamais parfait. Il n'y a aucun accord de paix parfait dans le monde. Aucun. Parce que c'est quoi? Parce que l'accord de paix, c'est un compromis
c'est des concessions mutuelles que les combattants se font pour arrêter le conflit et la guerre et voir comment avancer. Aucun accord n'est parfait. Aucun. Le gouvernement n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, naturellement. Les groupes armés n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Mais chacun a obtenu quelque chose. C'est le compromis. Voilà. C'est ça un accord de paix. Je donne l'exemple de la RDC, qui est un pays voisin, qui vient d'avoir des élections il y a quelques petits mois. Après combien d'années? Après un accord de paix. Et en RDC, pour stabiliser plus ou moins la situation, on a formé un gouvernement, comme on l'a formé ici, après la signature de l'accord, mais avec 4 postes de vice-président. 4 vice-présidents. Et l'un des vice-présidents, il s'est retrouvé où après? À La Haye. Bemba. Il était vice-président de la RDC. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un chef de groupe armé qui est ministre et que c'est l'impunité totale, il n'y a plus de justice, oui, on ferme les yeux. Non. Non. La justice va suivre son cours. Tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, en répondront un jour ou l'autre. Parce que dans l'accord, on ne parle nulle part d'impunité ou d'amnistie. Et c'est clairement dit. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'amnistie. Nous sommes dans le contexte d'une justice transitionnelle. La Cour pénale spéciale a repris ses activités, ses enquêtes. La Cour pénale internationale est en train de faire également ses enquêtes. Donc la justice va suivre son cours, soyez patients. Et les Nations Unies ne peuvent pas soutenir l'impunité. La justice sera faite et nous appuyons le processus de rétablissement de l'administration judiciaire dans ce pays. Parce que nous n'oublions pas les victimes. Les victimes ont droit à une juste réparation. C'est fondamental. Et c'est pourquoi il y aura cette commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Nous sommes en rapport avec toutes les associations de victimes avec lesquelles nous travaillons. La MINUSCA, en tant que facilitateur, comme je l'ai dit, va continuer à côté d'autres partenaires à faire en sorte que l'accord vive, que l'accord survive à toutes les tribulations, à toutes les violations. Nous le ferons dans le cadre d'un dialogue, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'alternative militaire à la crise, tout en mettant en œuvre notre mandat de protection des populations civiles qui sont menacées, en maintenant une posture robuste et ferme avec les moyens militaires qui sont mis à notre disposition. Je voudrais donc réitérer l'engagement de la MINUSCA à continuer à appuyer les autorités et la population dans les efforts pour la paix et la sécurité. J'en appelle encore une fois aux groupes armés. Je l'ai dit et je le redis. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'en appelle encore une fois aux groupes armés à respecter leurs engagements par la cessation des hostilités, par la cessation des attaques contre les populations civiles et les convois humanitaires, par les barrières illégales qu'ils érigent, par les taxations illégales qu'ils imposent aux populations. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Obtenir des positions d'État dans le gouvernement et les autres structures de l'État
et poursuivre impunément les mêmes pratiques sur le terrain. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas possible. Et il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Nous insistons sur cela. Nous continuerons d'avoir cette position robuste et ferme, tout en encourageant le processus politique. C'est-à-dire qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Encourager le processus politique, avoir une position ferme et robuste et maintenir la pression. Et recourir à la force si les conditions de recours à la force telles que fixées par notre mandat sont réunies. Rien n'est exclu. Il est temps d'abandonner les jeux de cache-cache et de duplicité et de s'engager dans la mise en œuvre loyale de l'accord. Le même accord, je l'ai dit tout à l'heure, prévoit en ses articles 34 et 35 des sanctions contre ceux qui s'exposent. L'article 35 dit que les auteurs de violations s'exposent à des sanctions internationales, notamment dans le cadre des dispositions pertinentes des décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, de même que dans le cadre de leur régime de sanctions respectifs, l'Union africaine et les Nations unies. Ça, ce sont les 14 groupes armés et le gouvernement qui l'ont signé, l'article 35 de l'accord. Que les auteurs de violations, je répète, je cite, s'exposent à des sanctions internationales, notamment dans le cadre des dispositions pertinentes des décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. De même que dans le cadre du régime de sanctions, parce que chacune des organisations a un régime de sanctions. Il y a certains leaders politiques ou de groupes armés qui font l'objet déjà de sanctions internationales. Certains font l'objet de triples sanctions. Sanctions bilatérales d'un pays donné, sanctions de l'Union européenne et sanctions des Nations unies. Certains sont sous 3 sanctions, d'autres sous 2. Et nous travaillons à déclencher ce mécanisme. Croyez-nous, nous sommes dans les dispositions d'appliquer, de faire appliquer les articles 35 et 34 et 35 de l'accord. L'accord, je l'ai dit et je le répète, c'est important d'y insister, rejette l'impunité et l'amnistie. Parce qu'on ne peut pas amnistier quelqu'un qui n'a pas encore été jugé et condamné définitivement. C'est ça l'amnistie. Pour être amnistié, d'abord, il faut être jugé, condamné définitivement. Mais quelqu'un qui n'a pas été jugé, on ne peut pas l'amnistier. L'accord rejette l'amnistie, l'impunité, en reconnaissant parce que les conséquences douloureuses des graves crimes qui ont été commis sur les Centrafricaines et les Centrafricains. C'est important de le rappeler à tous ceux qui tentent de semer le doute dans l'esprit des populations centrafricaines. Je terminerai rapidement en évoquant la situation humanitaire difficile et la question du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes. La MINUSCA déplore que de graves violations et abus de droits de l'homme et du droit international humanitaire continuent d'être perpétrés dans plusieurs préfectures du pays. Les attaques contre les infrastructures civiles, les écoles et les hôpitaux et les travailleurs humanitaires sont inacceptables. Au cours du premier trimestre 2019, 3 travailleurs humanitaires sont morts en service et 22 ont été blessés, alors que 130 incidents contre le personnel humanitaire et leurs biens ont été enregistrés. Il convient de noter une hausse inquiétante du pourcentage d'incidents violents, tels que les braquages, qui constituent à peu près 60% des incidents de braquage, notamment dans les sous-préfectures de Bambari, de Bria, de Kagabandoro et de
Batangafo. Le nombre de déplacements reste à un niveau très élevé. Au 31 mai 2019, il y avait plus de 613 031 personnes déplacées. 613 031 personnes déplacées au 31 mai 2019 et 605 394 réfugiés recensés. Plus d'un Centrafricain sur 4 et encore une personne déplacée. Des retours de populations déplacées ont été enregistrés dans certaines localités, ce qui est positif. Dans le Haut-Mbomou, du Bomou et de lac Ouaka, l'assistance à ces personnes retournées reste limitée, parfois à cause des difficultés d'accès, parce que les routes ne sont pas bonnes, praticables, parce que certains des ponts ont été coupés, etc. Inaccessibles parfois avec la pluie, ce qui fait que l'accès à ces personnes parfois est très, très, très difficile. Les principaux obstacles au retour durable restent l'insécurité et l'accès aux services de base et aux soutiens juridiques, y compris parfois le logement, la terre, la propriété. J'ai été dans une préfecture où j'ai rencontré les populations déplacées qui sont dans des camps, en face du camp de la MINUSCA, où les gens sont venus me dire « nous voulons rentrer chez nous. Nous sommes fatigués de rester dans les camps. Nous voulons regagner. » Mais quand vous visitez là où ils étaient, mais tout est détruit. Les maisons complètement détruites, incendiées, brûlées. Il y a une volonté de retour, mais il faut qu'il y ait des conditions pour que le retour puisse se faire dans des conditions qui respectent la dignité des personnes. Donc la RCA a un besoin vital d'une assistance humanitaire massive. Et ce plaidoyer, nous le faisons, Madame Denise le fait au quotidien. C'est extrêmement important. Les conditions de retour définitif sont encore très précaires. Les acteurs humanitaires travaillent dans le strict respect des principes humanitaires. Il y a des principes humanitaires qui régissent le retour, que ce soit le retour des réfugiés. On ne peut pas forcer un réfugié à retourner. Un retour librement consenti, volontaire, en sécurité et en dignité. Il faut s'assurer que toutes ces conditions sont en place. Et il est essentiel que l'accord de paix contribue à créer les conditions d'un meilleur accès de l'aide humanitaire et des activités de développement. Je demeure préoccupé que seulement 43% des 430,7 millions de dollars du plan d'aide humanitaire pour 2019 ont été financés à ce jour. 43%. Sur les 430,7 millions de dollars du plan d'aide humanitaire pour 2019, 43% seulement ont été financés à ce jour. Il manque donc 245 900 000 de dollars pour répondre aux besoins de 2,9 millions de personnes affectées. Donc c'est un appel, un nouvel appel également aux partenaires de la Centrafrique, à la communauté des donateurs. Enfin, je me réjouis de la signature des accords tripartites entre les gouvernements de la RCA, du Cameroun et de la RDC, qui devraient créer des mouvements de retour de réfugiés centrafricains. Le travail est en cours avec les partenaires humanitaires et au développement et les bailleurs de fonds pour y répondre. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire en introduction de cette conférence de presse. Je reste à votre disposition pour les questions, mais les demandes de clarification. Merci.